Ils avaient cessé d'appeler à l'aide. L'équipe de commando maritime était coupée du monde, presque à court de munitions, coincée contre une paroi rocheuse dans une vallée ennemie où aucun soutien aérien ne pouvait intervenir. Non pas que l'ordre n'ait pas été donné, mais parce qu'aucun pilote sain d'esprit n'aurait accepté de traverser 2 fois cette zone de mort. Il connaissait l'endroit, le même canyon, le même genre de piège. Mais cette fois, il n'y avait pas de plan de secours, pas de drone en couverture, pas d'extraction programmée. Juste un silence lourd, jusqu'à ce que, dans la station avancée, quelqu'un entende un son. Un bruit grave, métallique, montant vite. Ce n'était pas le son d'un sauvetage. C'était le grondement de la vengeance qui franchissait la crête comme le tonnerre d'un ciel blessé. Quelqu'un murmura, sans oser y croire, « Elle est de retour !» Et tous les hommes au sol levèrent les yeux, car ils se souvenaient de ce qui s'était passé la dernière fois qu'ils avaient entendu ce rugissement. Vous êtes sur Cœur Vaillant, l'endroit où les mythes ne sont pas anciens, mais volent encore dans le ciel. Ici, on raconte les histoires que personne d'autre n'ose. Celles de pilotes qui défient l'altitude, de guerriers qui n'attendent pas la permission, de tempêtes qui portent un nom. Peu importe d'où vous nous regardez, depuis votre salon, votre bureau ou le bord d'une piste d'aviation, approchez-vous, car ce n'est pas juste une mission. C'est le moment où tout espoir s'est éteint, et où elle a quand même choisi de voler. Le message n'aurait jamais dû passer. Il avait été envoyé depuis une vieille radio à bande basse, bloquée par les interférences, cachée dans un avant-poste en pierre qui tombait en ruine, près de la frontière afghane. Les commandos savaient que le signal était trop faible, que le relief était trop escarpé, et que les brouillages rendaient toute communication presque impossible. Mais ils avaient essayé quand même parce que mourir dans le silence leur semblait pire que de mourir en criant. La voix qui sortit du haut-parleur était presque inaudible, déformée, hachée par les parasites. « Bravo 9 ! Contact nord et est, 2 hommes à terre, demandons, puis plus rien, pas de coordonnées, pas de suite. » À 86 km de là, dans le poste d'opération avancé, l'officier radio resta figé devant le haut-parleur, comme s'il venait d'entendre un fantôme. Il se tourna vers l'équipe de commandement, ça venait du secteur 7C. Tout le monde dans la tente s'immobilisa. Le secteur 7C n'était sur aucune carte active. Plus depuis la dernière mission de sauvetage, qui s'en était sortie de justesse. Terrain étroit, crêtes abruptes, vent changeant en un instant, aucun signal, aucun verrouillage satellite et aucune chance de récupération si quelque chose tournait mal. La dernière fois qu'ils avaient envoyé un appareil là-bas, ils avaient perdu 2 drones et un hélico de combat. Officieusement, on appelait l'endroit le cimetière. Le commandement se pencha sur la carte. Aucun appareil dans la zone n'est capable de voler dans ce couloir, c'est du suicide. Chaque pente est truffée de signatures thermiques, probablement des équipes lance-RPG prêtes à tirer dans l'ombre. Quelqu'un demanda « Et si on attend la nuit ?» Le responsable des commandos secoua la tête. Ils ne tiendront pas jusque-là. Ils sont déjà blessés, ils sont coincés. Un silence s'installa jusqu'à ce que le colonel se lève. Sa voix resta calme. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a déjà volé dans cette vallée ? D'abord, personne ne répondit. Puis, au fond de la tente, un jeune officier lâcha presque malgré lui. Il y en a une, toutes les têtes se tournèrent vers lui. Elle l'a déjà traversée, seule, il y a 2 ans, à moins de 20 mètres du sol. On disait que c'était impossible. Son statut ? Cloué au sol temporairement. Décision venue d'en haut après sa dernière mission. La mâchoire du colonel se crispa. Où est-elle ? À l'aérodrome de Redwater, Elodie Carlsen était assise sur un vieux banc en métal, observant un moteur de Warthog en maintenance dans le hangar numéro 4. Elle n'était pas aux commandes. Elle n'en avait pas le droit, son nom figurait encore sur la liste des pilotes actifs, mais ses codes d'accès avaient été révoqués la semaine suivant sa dernière mission dans le canyon, après qu'elle ait ramené un A10 à moitié détruit. Sauvée in extremis avec 12 commandos à bord. Elle n'avait pas protesté quand on l'avait clouée au sol, ni quand on lui avait retiré ses heures de vol pour révision. Elle avait simplement attendu, et maintenant l'appel venait de tomber. Pas directement pour elle, mais presque. Un mécanicien qu'elle connaissait bien lui fit un simple signe de tête. Pas d'ordre, pas de détails, juste un mot, secteur 7C. Elodie se leva. La décision était déjà prise au moment où elle avait entendu l'indicatif dans le grésillement. Elle n'avait pas besoin de savoir qui était piégé ou à quel point la situation était grave. Si quelqu'un avait envoyé un appel depuis le cimetière, c'était forcément pire que ce qu'on osait admettre. Elle marcha droit vers la ligne des avions garés, sans même passer sa combinaison complète. Son ancien Warthog, indicatif Vortex 2, était là sous l'auvent.
retiré du service actif, cabossé, marqué par les impacts, avec un panneau encore non repeint depuis la dernière mission. Il n'avait pas volé depuis des semaines, et il n'était pas prévu qu'il vole aujourd'hui. Mais ça n'avait aucune importance. Le chef d'équipe technique l'aperçut et hésita un instant avant de s'écarter. Tous savaient qu'elle avait déjà fait entrer cet avion dans des terrains qui auraient dû la tuer. Si elle revenait vers lui aujourd'hui, c'est qu'il allait se passer quelque chose. Élodie monta dans le cockpit comme on rentre chez soi. Les systèmes démarrèrent lentement. La moitié de l'avionique était hors tension pour inspection. Elle contourna les verrouillages, relança les diagnostics. Carburant, 78%. Hydraulique, à recharger, mais opérationnel. Canon armé, phare, partiel, volet, réactif. Il volerait. Mal peut-être, mais il volerait. Ici, Vortex 2 demande autorisation immédiate de décollage, intervention d'urgence. La tour hésita. Vortex 2, vous n'êtes pas programmé. Qui est à l'appareil? Elle ne répondit pas. Elle poussa les gaz et s'élança avant qu'il ne puisse l'arrêter. Dans la tour, un jeune contrôleur se précipita à la fenêtre. Mais qui vient de décoller? Le commandant resta muet, observant l'écran où un seul point lumineux disparaissait du radar tombant sous la couverture. Il connaissait cette manœuvre. Elle est en vol. Et si les commandos sont encore en vie dans cette vallée, ils pourraient bien le rester. La vallée ne l'accueillit pas par le feu, pas tout de suite. Elle l'accueillit par un silence épais, celui que les pilotes savent reconnaître. Pas un silence naturel, pas dans une zone de guerre, encore moins en territoire ennemi. C'était le silence des choses qui se cachent, des équipes RPG guettant les signatures thermiques, des éclaireurs tapis derrière les rochers, des pièges dissimulés dans un air trop calme. La commandante Élodie Carlsen ajusta la dérive manuellement. Les commandes répondaient avec plus de lourdeur qu'elle ne se souvenait. Vortex 2 n'avait reçu aucune mise à jour depuis sa dernière mission et ça se sentait dans le poids du manche et la résistance inégale aux pédales. Mais peu importait, ce n'était pas un jour pour voler grâce au logiciel, c'était un jour pour voler grâce à la mémoire. Devant elle, la ligne de crête se rétrécissait vers la portion la plus étroite de tout le trajet, moins de 100 mètres d'un mur de roche à l'autre, avec des rafales imprévisibles capables de dévier un C-130. Et il fallait y entrer en biais à basse altitude pour éviter le verrouillage thermique des missiles portatifs. Elle descendit à 60 mètres, 55, 50. Les capteurs de proximité clignotèrent en rouge. Elle les coupa. Inutile de se faire parasiter par des alarmes. Elle n'avait pas besoin d'avertissement, elle avait besoin de silence. Derrière elle, les deux turbines rugissaient comme des bêtes sauvages. Le son ricochait sur les parois du canyon et revenait en écho, secouant légèrement le cockpit, comme si l'appareil lui-même savait où il allait et désapprouvait. Elle continua tout droit. Elle balaya du regard les hauteurs, mouvements, discrets. Mais là, la silhouette d'un homme qui se repliait derrière une corniche. Un autre éclat furtif sur la pente opposée. Les signatures thermiques commençaient à se grouper sur son écran. Il se préparait, et elle était déjà dans leur zone de tir avant même d'avoir atteint les commandos. Elle ouvrit la radio, Vortex 2 à toute unité écho, vous me recevez? Silence. Ici tempête rouge, si vous respirez encore, je suis à 10 km au nord et en approche. Un souffle de parasite, puis une voix incrédule. Tempête rouge? Mon Dieu, on croyait? Oui, eux aussi. Elle poussa la manette des gaz. Au sol, ce qu'il restait de l'escouade Bravo 9 était retranché dans un ancien enclos à bétail. Des sacs de sable en mur improvisés, des blessés dissimulés sous un filet de camouflage et un guetteur perché sur un piton rocheux utilisant une lunette fixée à un trépied cassé avec du ruban. C'est lui qui la vit le premier, une forme grise, aile déployée, nez baissé, fonçant à ras du sol. Elle est là? Qui ça? Elle. Les autres levèrent les yeux avec prudence, presque avec crainte. Le A-10 ne planait pas. Il fonçait vers le sol comme une prédatrice. L'air changea de texture lorsqu'elle passa au-dessus d'eux. Puis le premier tir éclata. Élodie avait verrouillé la ligne de crête où les signatures ennemies se concentraient et appuya sans hésiter. Le Go 8 Avenger rugit comme une tronçonneuse sortie de l'enfer, ses rafales pulvérisant la roche avec une précision mécanique. Des nuages de poussière jaillirent, des silhouettes se dispersèrent. Une équipe RPG disparut dans l'explosion. « Contact gauche éliminé », annonça-t-elle. « Interception du deuxième groupe. Tempête rouge, ils sont sur la face est. Impossible de les voir. Pas besoin. » Elle abaissa encore son altitude et vira si près de la paroi que l'aile frôla les feuilles sèches d'un buisson accroché au vide. Là,
4 hommes filaient, de rocher en rocher, cherchant à se repositionner avant sa prochaine passe. Ils n'en eurent pas l'occasion. Élodie coupa tout ciblage automatique. Pas de verrouillage, pas d'ordinateur, juste son instinct. Elle pressa la détente. Le Warthog cracha le feu, les roches éclatèrent, la poussière avala les silhouettes. Les lumières du cockpit vacillèrent, la température monta, carburant, 52%, stabilisateur gauche instable. Elle murmura « Pas encore ». « Tiens bon, ma vieille ». Vortex 2 trembla plus, resta en ligne. Au poste avancé, aucun radar ne la détectait. Elle volait trop bas. Mais l'audio restait actif. Dans la tente, personne ne parlait. Tous écoutaient de sa voix, entrecoupée des bruits de combat. « Elle est seule » souffla un officier. « Pas pour longtemps » répondit un autre, car les commandos bougeaient maintenant rampant vers le point d'extraction. Encore 2 kilomètres, encore sous le feu, mais avec une chance. Sa voix revint, claire et ferme. « Tempête rouge à Echo, je vois votre route. Je reste avec vous jusqu'au bout. » Le chef d'escouade répondit d'un ton que ses hommes n'avaient pas entendu de la journée. « Reçu. Montrez-leur ce que c'est que la peur. » Et elle le fit. À 60 mètres, il n'y a plus de marge d'erreur. Chaque geste devient un pari calculé. Chaque vibration peut annoncer une défaillance critique. Les voyants de Vortex 2 clignotaient comme un sapin de détresse. L'indicateur du stabilisateur gauche s'éteignit complètement et la manette de gaz gauche commença à résister. Fatigue structurelle. Plus elle restait, plus le fuselage risquait de se briser de lui-même. Mais elle ne ferait pas demi-tour. En bas, 3 hommes portaient un blessé sur une civière de fortune, sa jambe arrachée par un tir de mortier. Un autre couvrait l'escouade avec un tir soutenu. Leur destination, Pointe Echo, un morceau de terrain plat sans couverture, mais le seul endroit où un hélicoptère pouvait se poser sans déclencher un éboulement. Élodie repassa au-dessus de la vallée, frôlant la paroi au point que l'aile ne passait qu'à 2 mètres du roc. Ce n'était pas une démonstration, c'était une nécessité. Plus elle volait bas, moins les missiles thermiques pouvaient la verrouiller. Mais chaque passage coûtait cher à l'avion. Tempête rouge à commandement visuel sur équipe Echo, zone d'extraction compromise. Ils auront besoin d'un tir de couverture avant l'arrivée des oiseaux. Parasite, puis la voix tendue d'un contrôleur. Tempête rouge, tir actif non autorisé, vous êtes en révision disciplinaire, retour immédiat. Elle sourit sans joie, je suis déjà en mission, révisez-moi plus tard. Négatif, mais elle avait déjà coupé la radio et entamé son virage. La face s'animait comme une fourmilière en alerte, au moins 7 combattants dont une équipe armée lourd et quelque chose qu'Élodie devina comme un brouilleur mobile. Voilà pourquoi leur carte GPS avait échoué la dernière fois. Personne n'avait nettoyé la zone avant d'envoyer les commandos. Pas de drone, pas de balayage thermique. Ce n'était pas une erreur, c'était de la négligence. En approche, son alarme d'altitude se mit à sonner. Elle l'éteignit, puis elle arma le canon manuellement. Un des systèmes de ciblage électronique avait grillé il y a 10 minutes. Elle volait désormais au jugé avec ses muscles et sa mémoire. Elle inspira profondément et pressa la détente. Le Go 8 hurla et le monde sous elle explosa. Roches, poussière, cris lointains. Les obus frappèrent une formation de blocs qui servait de bouclier à l'équipe lourde. L'impact projeta 2 hommes dans le vide. Les survivants se replièrent à couvert, invisibles. Elle remonta brusquement, puis se réaligna pour une nouvelle passe. Tempête rouge à Echo, vous êtes à combien ? 3 minutes de l'extraction. Continuez, ils vont revenir vite. Alors qu'elle se préparait à plonger une 3e fois, un voyant rouge apparut sur l'écran, système de leurre thermique hors service. Plus aucun contre-mesure. Si un missile à guidage thermique partait, il faudrait l'éviter ou le prendre de plein fouet. Elle plongea quand même. Cette fois, elle ne tira pas. Elle monta légèrement pour attirer l'attention, offrir un répit aux commandos et forcer les tireurs embusqués à se dévoiler. Et ça fonctionna. Un flash infrarouge jaillit derrière elle, un projectile. Peut-être un missile plus sophistiqué qu'un RPG tiré depuis la pente ouest. Elle ne réagit pas comme la plupart des pilotes l'auraient fait. Pas de panique, pas de descente brutale. Elle fit pivoter le Warthog dans une spirale serrée, longeant la paroi au point de presque toucher la roche. Le missile perdit le verrouillage, explosa à 50 mètres derrière elle. L'onde de choc secoua violemment l'appareil, mais ne l'abattit pas. Son moteur gauche toussa. Elle le caressa du bout des commandes, le stabilisant à nouveau. Toujours en vol, toujours dans le combat. En même temps, au sol, l'escouade Echo atteignait la zone plate. Echo à commandement, nous sommes à l'LZ. Extraction immédiate demandée. La radio crépita, 2 Chinook en approche mais 3 minutes.
Élodie entendit la confirmation et se plaça en cercle au-dessus, scrutant chaque pente. Pas de mouvement, pas de tir, juste de la fumée, la sienne. Tempête rouge à Écho, 3 minutes. Je garde le ciel propre. Vous l'avez déjà fait, répondit le chef d'escouade. Elle fit un dernier passage bas, lent, délibéré. Elle voulait que les derniers ennemis cachés dans les rochers sachent que le ciel n'était plus à eux. Et quand la poussière retomba, le silence s'installa. Pas le silence d'avant, celui de l'embuscade, le silence après la tempête. Le premier Chinook arriva, tranchant la poussière avec ses pales. Il ne resta que le temps d'embarquer les blessés, protégés par les autres commandos. Le second appareil attendait en rotation. Du cockpit, Élodie observait les crêtes. Et quelque chose n'allait pas. Trop calme. Pas de retrait désordonné, pas de chaos. Non, c'était autre chose, un calme intentionnel, la patience de quelqu'un qui attend le bon moment. Elle rabaissa ses optiques thermiques. 3 points faibles apparurent sur la crête sud, dissimulés dans l'ombre, hors de portée directe des commandos. Elle comprit, il ne visait pas les hommes, il visait les appareils, plus précisément, les réservoirs de carburant. Elle n'appela personne, pas de temps. Elle piqua droit sur la crête. Dans le premier Chinook, le chef de soute cria aux hommes de se dépêcher. Les pilotes regardèrent leurs écrans, signature inconnue en approche rapide. Ils levèrent les yeux et virent de Vortex 2 tomber du ciel comme une météorite. Au dernier instant, Élodie redressa l'appareil et ouvrit le feu. Le canon lacéra la roche, projetant les tireurs ennemis hors de leur couvert. Mais l'un d'eux eut le temps de tirer. Un missile fila vers le second Chinook encore en vol stationnaire. Élodie le vit et n'eut que quelques secondes. Pas de leurre. Une seule option, détourner le missile. Elle poussa les gaz à fond et vira sec, se plaçant sur la trajectoire. Le verrouillage changea. Le missile la suivit. Elle l'entraîna vers l'ouest, plus profond dans la vallée, pressant chaque fraction de puissance de son appareil. Dans la tente de commandement, un opérateur blêmit. Elle engage un missile en poursuite directe. Elle ne peut pas le distancer. Non, mais elle peut le tromper, répondit quelqu'un. Elle plongea à une altitude suicidaire, le missile hurlant à quelques mètres derrière elle. Elle fonça droit vers un mur de roche puis tira sur le manche à la dernière seconde. Vortex 2 passa au-dessus de la crête. Le missile, lui, s'y écrasa de plein fouet, creusant un cratère énorme et projetant une onde de choc qui la secoua mais ne l'arrêta pas. Lorsqu'elle revint, le premier Chinook avait déjà décollé et le second s'élevait dans un tourbillon de poussière. L'extraction était terminée. Mais quelque chose restait en travers de ses pensées. Les mouvements ennemis étaient de trop coordonnés, trop précis pour des miliciens locaux. Elle passa en fréquence sécurisée. Tempête rouge à commandement, recommandé balayage complet de la crête sud. Ce ne sont pas juste des fantassins. Compris, drone en route. Et ce n'étaient pas les commandos qu'il voulait abattre, c'étaient les appareils. Silence. Puis un simple « reçu ». Elle prit le cap du retour. Vortex 2 gémissait sous elle, hydraulique faible, altimètre vacillant, fissure détectée dans l'aile gauche, mais elle rentrerait, probablement. Le retour vers la base fut un combat silencieux. Vortex 2 grinçait à chaque ajustement de commande, comme si la structure elle-même protestait contre les contraintes qu'on lui avait infligées. En franchissant la crête qui marquait la limite du territoire ennemi, elle sentit enfin les radars amis la reprendre en suivi. Mais elle n'avait pas le cœur à se détendre. Ce qu'elle avait vu dans cette vallée n'avait rien à voir avec un guet-apens improvisé. C'était autre chose. L'atterrissage fut brutal. Le train avant plia légèrement à l'impact et l'avion rebondit une fois avant de se stabiliser. Élodie coupa les moteurs manuellement, bascula l'interrupteur principal et quitta le cockpit avant même que l'échelle ne soit en place. Ses bottes frappèrent le tarmac dans un bruit mat. Sa combinaison était maculée d'huile, de poussière et de sueur. Des membres de l'équipe au sol se précipitèrent vers elle. Certains voulaient leur parler, d'autres se contentèrent de la fixer. Elle ne répondit à personne. Elle marcha droit vers le hangar. Un SUV noir attendait à l'écart, moteur tournant. 2 hommes, en uniforme, sans insigne, se tenaient debout à côté des portières. Des visages neutres, des silhouettes droites, l'attitude de ceux dont le silence en disait plus long que n'importe quelle phrase. « Commandante Carlsen, vous devez nous suivre. Suis-je mise en accusation ? Non, madame. Alors c'est quoi ? Révision de commandement. » Ces mots pouvaient nous signifier beaucoup, rarement quelque chose de bon. Ils ne l'emmenèrent tant pas dans la salle de débrief habituelle. Le véhicule passa un poste de contrôle avec triple authentification, puis pénétra dans un complexe sans fenêtre qu'elle n'avait vu que de loin. Un bâtiment dont on disait au pilote qu'il ne fallait pas poser de questions à son sujet.
À l'intérieur, murs nus, éclairage neutre, un couloir étroit, une salle de conférence qui ressemblait davantage à une cellule d'interrogatoire, une longue table, 2 chaises, une carafe d'eau et un dossier fermé, posé bien droit. L'attendait déjà un homme qu'elle ne connaissait pas. Âgé, posé, le genre de regard qui avait vu trop de personnes refaire la même erreur. Il ne se leva pas. Il désigna simplement la chaise face à lui. Élodie s'assit. Il ouvrit le dossier sans baisser les yeux. « Vous avez violé une directive d'interdiction de vol. »« Oui, vous êtes entré dans une zone classée morte sans autorisation. »« Correct. »« Vous avez engagé le combat sans autorisation, utilisé des munitions hors registre et réquisitionné un appareil non apte au service. » Elle resta muette. Il tourna la page. « Et vous avez sauvé 6 vies, éliminé 13 combattants ennemis, démantelé une nouvelle chaîne d'approvisionnement adverse et empêché la destruction d'appareils de haute valeur. » Toujours silencieuse, elle le regarda. Il leva enfin les yeux, impassible. « Vous n'avez pas l'air inquiète. J'ai déjà vécu le pire jour de ma vie. Ce n'était pas aujourd'hui. » Un coin de sa bouche esquissa un sourire discret. Puis il referma le dossier et le posa de côté. « Nous surveillons l'activité du secteur 7C depuis avant votre dernière mission là-bas. Ce n'est pas juste une vallée malchanceuse, commandante. C'est un entonnoir, un terrain d'essai. Pourquoi ? Pour observer les comportements ennemis, le positionnement d'armes, les seuils de résistance des pilotes. » Il marqua une pause. « Et pour étudier nos réactions. Vous dites qu'il nous étudie ? Pas seulement vous. Mais oui. » Elle fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il me vise personnellement ? Nous pensons qu'il vous teste. » Un long silence remplit la pièce, seulement brisé par le léger ronronnement de la climatisation. Il glissa un second dossier vers elle, plus mince, sans nom ni numéro. Elle l'ouvrit, une photo infrarouge granuleuse, prise depuis une plateforme orbitale. Elle montrait Vortex 2 en pleine plongée, mais ce n'était pas l'avion qui retenait l'attention. Sur la crête, derrière, se tenait une silhouette. Pas en uniforme, pas en fuite, simplement là, à regarder. Ce n'est pas un des nôtres ? Non, et ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Même posture, même emplacement relatif, toujours pendant vos missions. Elle se redressa lentement sur sa chaise. « Alors quoi ? On me met à l'écart ? Non, vous êtes réaffecté. » Il sortit de sa sacoche un écusson noir, sans nom d'unité, juste un mot brodé en blanc, « Tempête rouge ». Elle le fixa un instant. Ce n'était pas une surprise, c'était une confirmation. 2 semaines passèrent. Les cycles d'actualité avaient changé de sujet. Les images de l'opération de sauvetage, diffusées officieusement mais jamais confirmées, circulaient dans certains cercles, provoquant des murmures. Personne ne citait son nom. Dans les salles de briefing, quelques regards en coin s'échangeaient. Des pilotes vétérans froncèrent les sourcils, comme s'ils sentaient qu'un changement discret était en cours. Officiellement, la commandante Élodie Carlsen n'existait plus sous cette identité. Ses dossiers avaient été retirés du registre central, ses missions marquées comme en révision, son nom effacé des bases actives. En réalité, elle volait toujours. On l'avait déplacée vers une installation isolée, sans marquage au sol, sans tour de contrôle conventionnel. Les hangars étaient surdimensionnés, conçus pour abriter des appareils qui, sur le papier, n'existaient pas. Le personnel ne portait aucun insigne, et chaque fois qu'elle traversait le tarmac vers Vortex 2, réparé, repeint, modernisé, elle sentait des regards sur elle, pas de suspicion, pas d'hostilité, une observation méthodique, comme si eux aussi cherchaient encore à comprendre ce qu'elle était vraiment. Son nouveau supérieur ne se présenta jamais par son nom. Il se contentait de lui tendre un dossier de mission, puis disparaissait. Ces dossiers ne contenaient ni schéma ennemi, ni coordonnées précises. Juste une photo satellite granuleuse. Comme la précédente, une crête, une silhouette immobile, observatrice. Nouveau décor, autre région. Même posture, même silence. Elle ne demanda pas qui avait autorisé cette mission. Elle savait déjà. Elle se prépara comme toujours, méthodiquement, sans mots inutiles. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ce n'était plus de l'adrénaline, ni de la défiance, c'était une forme d'alignement. Chaque pas vers le Warthog ressemblait à la réponse à une question que personne d'autre n'entendait. L'équipe technique prépara l'avion sans un mot. Plus personne ne lui demandait où ou pourquoi. Elle grimpa dans le cockpit et c'est là qu'elle le vit. Sous la verrière, une nouvelle inscription peinte à la main juste en dessous de son nom de code. Tempête rouge. Pas de numéro, pas d'escadron, juste le nom. Elle eut un sourire presque imperceptible et mit les moteurs en route. Cette fois, ils rugirent avec une fluidité neuve. Diagnostic plus rapide, système plus réactif,
Quelqu'un avait investi beaucoup pour s'assurer qu'elle resterait en vol. Ça ne la surprenait pas. En roulant vers le couloir de décollage, la radio grésilla. Une voix inconnue, tempête rouge, autorisation de départ accordée. Aucun plafond d'altitude, couloir de vol libre. Aucun plafond? Négatif. Vous volez à l'aveugle. Elle regarda l'horizon, puis elle coupa la radio. S'ils voulèrent l'observer, qu'ils le fassent. Mais désormais, elle volerait comme si c'était elle qui observait. Le Warthog s'arracha du sol, montant vite, fendant la fine pellicule bleue qui recouvrait la haute altitude. Elle ne jeta pas un regard en arrière, elle ne le faisait jamais. Le sol disparut. Devant elle, la silhouette d'une nouvelle crête se dessinait. Et elle savait que, quelque part là-bas, une figure l'attendait comme toujours, immobile, guettant sa prochaine manœuvre. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Elle portait avec elle chaque rugissement de ses moteurs, chaque vie sauvée, chaque nom qu'ils avaient essayé d'effacer. Elle n'était plus seulement une pilote de guerre. Elle était devenue l'avertissement qui précède. Et au-dessus du canyon, tempête rouge rugit.